Ça va? Tu seras là. Ok, je serai là. Le Premier ministre sera là. Ça, c'est la caméra qui filmera le Premier ministre? Oui, et là, il y en aura une autre. Si le Premier ministre décide de partir, je le suivrai. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux des affaires. Depuis 5 ans maintenant, Cash Investigation vous présente des enquêtes au long cours et vous dévoile les secrets des multinationales, le poids des lobbies, les dérives des institutions ou des politiques. Mais que se passe-t-il après? Est-ce que les choses changent et si oui, dans quel sens? Vous êtes nombreux à nous poser cette question. Alors pour vous répondre, voici Cash Impact. On commence ce soir avec les Panama Papers. C'était il y a près d'1 an, nous vous révélions les circuits cachés de l'évasion fiscale grâce à la plus grande fuite de documents de l'histoire, un scoop mondial sorti dans plus de 100 pays. Vous allez découvrir que ces révélations ont déstabilisé des gouvernements, poussé une grande banque française à s'expliquer et déclenché des enquêtes dans le monde entier. De l'Islande au Panama en passant par la Suisse, voici les nouvelles révélations des Panama Papers, une enquête signée Benoît Bringer et c'est Cash Impact. The U.S. Justice Department is now investigating what some are calling the biggest data leak in history. Publication of what are being called the Panama Papers this weekend has exposed a worldwide corruption scandal. Des milliards de dollars cachés par certains des hommes les plus puissants de la planète. Confidential documents leaked from a law firm in Panama. Tout est parti d'ici. De ce cabinet d'avocats panaméen, Mossack Fonseca. 11,5 millions de documents. Des informations secrètes sur 214 000 sociétés offshore. Un réseau de 107 journaux dans 76 pays s'est mis à travailler sur ce scandale qui vient d'éclater. En France, c'est Cash Investigation et le journal Le Monde qui s'y sont attelés. Plusieurs banques mondiales sont aussi au cœur de ce scandale. Côté français, la Société Générale est mise en cause pour avoir créé de nombreuses sociétés offshore. Toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites. L'onde de choc fait le tour de la planète et déstabilise des gouvernements. El primer ministro de Islandia ha dimitido por la información de los papeles de Panamá. En las calles de Reykjavik, más de 10.000 personas exigían su dimisión. Le ministre espagnol de l'Industrie a annoncé sa démission. The Kremlin is calling all this a CIA plot. Tax avoidance is a big global problem. A lot of it's legal, but that's exactly the problem. In fact, a lot of these loopholes come at the expense of middle-class families because that lost revenue has to be made up somewhere. The Panama Papers is just beginning. C'était il y a presque 1 an. Cash, en partenariat avec le Consortium international des journalistes d'investigation, vous révélait le scandale des Panama Papers. Une enquête menée secrètement pendant des mois sur la plus grande fuite de données de l'histoire. Les Panama Papers ont levé le voile sur des hommes de pouvoir, des criminels et des grandes fortunes qui cachent leur argent dans les paradis fiscaux. Mais après le scandale, quel impact, quelles conséquences? Nous avons repassé le film pour vous faire vivre les moments les plus incroyables de ce scoop mondial. Après les révélations, nous n'avons pas lâché l'affaire et nous avons fait de nouvelles découvertes. Voici les derniers secrets des Panama Papers.
Tout au long de notre première enquête, nous avions cherché à interroger une grande banque. La Société Générale s'est retrouvée au cœur du scandale. Les Panama Papers ont révélé qu'elle avait créé des centaines de sociétés écrans dans les paradis fiscaux. Le temps a passé, mais nous avons tendance à être un peu têtus. 8 mois après le scandale, le patron de la banque est annoncé à une conférence. Ça tombe bien, le thème est la fin des tabous. Coucou, c'est encore nous. Oui, ouais. En fait, nous l'attendons à l'entrée. Et nous espérons bien cette fois avoir des réponses à nos questions. Le voici. L'homme que nous cherchons à interroger depuis des mois. Frédéric Oudéa. Il arrive. Oh, vite. On y est. Enfin. L'aboutissement de plusieurs mois de travail. Monsieur Oudéa, bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation. Mais la Société Générale n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Nous reviendrons bientôt à Frédéric Oudéa. Pour bien mesurer l'étendue des Panama Papers, il a fallu en faire du chemin. Les répercussions les plus spectaculaires du scandale ont touché un pays tout au nord de l'Atlantique. L'Islande. Ici, un homme se souviendra toute sa vie des Panama Papers. Comme nous, il fait partie des 380 journalistes qui ont travaillé sur la fuite de données. Nous avons rendez-vous à Reykjavik, la capitale. Hey, better? Il fait froid, non? Oui, il fait froid. C'est l'Islande. Le journaliste indépendant Johannes Christiansson est l'homme qui a fait tomber le Premier ministre islandais. Nous nous étions déjà rencontrés lors d'une séance de travail sur les documents secrets. Le monde n'avait encore jamais entendu parler des Panama Papers. Les conséquences ont été beaucoup plus importantes que je ne le pensais. Parfois, je me disais, il ne va rien se passer. Et parfois, je me disais, ça va être dingue ici, en Islande. Pour dire la vérité, quand j'ai vu la foule manifester devant le Parlement le lendemain des révélations, c'était un choc. J'avais peur, j'étais fier. Je ne sais pas, je n'oublierai jamais le moment où j'ai vu tous ces gens. C'était fou. Aujourd'hui, pas une semaine ne passe sans que des médias du monde entier viennent en Islande pour l'interroger. Ce jour-là, après nous, c'est à un journaliste japonais qu'il raconte son incroyable histoire. Elle ressemble à un polar scandinave. Ces images ont été tournées 1 an plus tôt à Reykjavik par nos collègues du consortium. Johannes Christiansson a dû travailler dans le plus grand secret, à l'abri des regards dans son appartement, transformé en salle d'enquête. Personne ne devait voir les listes de sociétés écrans et leur influent propriétaire islandais affichés sur les murs. C'est un tout petit pays, et tout le monde connaît tout le monde. Donc j'ai dû travailler seul. Je ne pouvais pas appeler quelqu'un pour lui poser des questions sur des sociétés offshore. Parce que ça aurait déclenché l'alarme. Ça se serait répandu comme une traînée de poudre. Johannes Christiansson est un journaliste d'investigation connu en Islande pour être incorruptible. Quand sa fille aînée est morte d'une overdose, sa manière à lui de vivre son deuil a été de faire un documentaire. Il retourne alors tout le milieu de Reykjavik pour retrouver les dealers.
Mais au début de l'année 2015, sa chaîne de télévision ne reconduit pas le journaliste. Il disparaît alors de la circulation. Personne ne s'imagine qu'il s'apprête à faire tomber le gouvernement de son pays. Pendant un an, sans salaire, il prépare le scoop de sa vie. Seule sa compagne est dans la confidence. Quand il m'en a parlé, j'ai eu peur, parce que rien de tel n'était jamais arrivé en Islande. J'étais tellement stressée. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? J'imaginais n'importe quoi. J'imaginais même qu'il allait peut-être finir en prison. L'Islande est un si petit pays. Et il y avait tellement de personnes dans les Panama Papers qu'on a trouvé des amis de mes amis, des gens que je connais, des gens que mes amis connaissent. Alors je me disais qu'après ça, j'allais peut-être perdre des amis. Ça a été une période si difficile, vous savez. Il n'avait aucun salaire, j'étais la seule à avoir un revenu. Nous n'avons pas un grand train de vie, mais quand même, nous devions payer nos factures et acheter à manger. Le journaliste réalise que l'Islande est le pays qui compte le plus d'hommes de pouvoir dans les documents. En particulier le plus grand nombre de ministres. Il y a le ministre des Finances, Bjarni Benediktsson. Il avait promis qu'il n'avait aucun lien avec les paradis fiscaux. Mais les Panama Papers révèlent qu'il a détenu une société offshore aux Seychelles. Surtout, le journaliste découvre son premier ministre, Sigmundur David Gunnlaugsson, chef du Parti progressiste. Il a construit sa carrière en critiquant l'avidité du système financier. Mais il a caché qu'en 2007, il a détenu avec sa future femme une société offshore dans les îles Vierges britanniques, dénommée Wintris. Sur le compte de cette société, 130 000 €. Aujourd'hui, quand il repense à l'importance de cette découverte, Johannes Christiansson ne regrette pas les sacrifices et les risques. Ces personnes travaillent dans l'intérêt du peuple. Et en même temps, elles cachent leur implication dans le monde offshore. Au moment même où elles s'expriment devant le Parlement sur la nécessité de lutter contre l'évasion fiscale, elles cachent leur pratique au public. Les plus riches et les grandes entreprises doivent payer leurs impôts, comme les salariés de tous les pays. Ils ne peuvent pas cacher leur argent dans les paradis fiscaux, dans le seul but de ne pas payer d'impôts. Parce qu'ils utilisent les hôpitaux, que leurs enfants vont à l'école, qu'ils utilisent les routes. Avant de révéler ces informations, le journaliste a dû trouver un moyen pour poser ses questions au Premier ministre islandais. Il a dû faire un choix très controversé, lui tendre un piège. Au même moment en France, la Société Générale est au cœur de notre enquête. Nous venons de découvrir que la banque est présente dans les Panama Papers. Les documents révèlent qu'elle a créé ou administré pour le compte de ses clients des centaines de sociétés offshore. D'autres établissements ont eu recours à ces méthodes, notamment BNP Paribas, HSBC, Crédit Suisse. Mais la Société Générale est l'une des plus gourmandes en sociétés offshore. Pour comprendre le système complexe élaboré par la banque, nous avons mis au point ce schéma. La Société Générale est ici, au centre, en orange. Chaque point vert autour représente une société écran administrée par la banque. Il y en a en tout 979, créées entre 1977 et 2015, au Panama, aux îles Vierges britanniques, aux Seychelles. Un grand nombre de ces sociétés offshore a été fermé ces dernières années. Mais juste avant le scandale, des dizaines sont encore actives. Ces révélations semblent contredire les belles promesses de la banque. Celle faite en avril 2012 par le directeur de la Société Générale, Frédéric Oudéa. C'était au Sénat,
devant une commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Il existe peu d'images de cette audition. Ce jour-là, Frédéric Oudéa prête serment devant les sénateurs. De prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité. Voici ce qu'il a ensuite déclaré. Nous n'avons plus d'activité dans les États non coopératifs. Et nous avons été au-delà de ces exigences en fermant nos activités dans les territoires qui étaient considérés comme des centres financiers offshore. L'homme qui avait mené les auditions s'appelle Éric Bocquet, un sénateur communiste. Un mois avant la publication des Panama Papers, nous lui avions fait part de nos découvertes. Ça, ce sont toutes les sociétés offshore en activité au moment où vous faites cette enquête et où vous recevez Frédéric Oudéa, que la Société Générale a créée. Il y en a 236 en tout. Créé par la Société Générale. Créé par la Société Générale. Aux îles Vierges britanniques, essentiellement. Seychelles, d'accord. Panama. C'est extraordinaire. Disneylia. Dixie Corporation. Vitamine B Commercial. Fantastique, hein. C'est ça qu'il aurait dû me ramener, M. Oudéa. Extraordinaire. Il n'y a pas que du sable blanc aux Seychelles. Non. Comment vous avez vu ça? Écoutez, avec ce document-là que vous me remettez à l'instant, où on constate l'existence d'une multitude de sociétés donc, dans les territoires offshore, hein, nous montre bien que ces sociétés ont été créées avant même que M. Oudéa ne soit auditionné par nous. C'est quand même un document édifiant. Et je me demande dans quelle mesure il n'y aurait pas, pour nous, suite à donner, je ne sais pas laquelle, mais si ces documents sont certifiés, non contestés par la banque, à mon avis, aura des comptes à rendre sur l'existence de cette liste. Tout ça ne fait que confirmer les doutes sérieux que nous avions quant à la teneur des propos des uns et des autres sur ce sujet. La main sur le cœur, nous respectons les règles éthiques, etc., etc., etc. Non, on est au cœur de quelque chose de très profond, de très grave, de très influent. Avoir eu un rôle actif dans la mise en place de ce système au compte de ses clients, franchement, c'est gravissime. C'est inacceptable. Au moment où l'immense majorité des gens souffrent, parce que les temps sont durs, parce que l'austérité sévit, parce que vraiment l'horizon est bouché pour beaucoup de gens, il y a tout ça qui continue. Jusque quand ça va continuer? Avant de rendre publiques ces informations, nous avions tout fait pour interviewer la banque. Pendant des semaines, coup de fil sur coup de fil au service communication. Oui, bonjour madame, je cherche à joindre... s'il vous plaît. Oui, mais en fait, il est en call. Il est en call. En call. Ça n'a pas été facile. C'est encore Élise Lucet. Je tente désespérément de vous joindre. Nous n'arrivons pas à joindre... Allô? Auriez-vous la gentillesse et l'obligeance de me rappeler? C'est bizarre, mais personne ne nous répond. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me rappeler, s'il vous plaît? Ça a d'abord été non. On donne quoi comme explication à nos téléspectateurs? On souhaite pas donner d'interview dans le cadre de votre émission, voilà. Puis non. Et finalement, non. On souhaite pas participer à ce débat contradictoire dans le cadre de votre émission. En fait, ça a toujours été non. À force d'insister, on obtiendra tout juste une petite déclaration de la banque. On respecte les réglementations dans les pays dans lesquels on est implanté, les réglementations y compris fiscales. Voilà. Voilà. À l'époque, pour le débat contradictoire, on avait dû se contenter de ça. En Islande, un plan se prépare. Pour interroger le Premier ministre face caméra, le journaliste Johannes Christiansson a élaboré un scénario. Il lui faut un appât. Il fait appel à un autre membre du consortium qui enquête sur les Panama Papers.
Salut Johannes, on est devant la barrière. Parfait, merci. Sven Bergman travaille pour une émission d'investigation de la télévision publique suédoise. Mission Investigation. Leur cache à eux. Salut, content de te voir. Ce sera lui, l'appât. Le journaliste suédois a décroché pour le lendemain un entretien avec le Premier ministre islandais en prétextant un sujet sur la reprise économique du pays après la crise financière. Ça va? Ensemble, ils vont soigneusement préparer l'interview et en filmer les coulisses. Tu seras là. Ok, je serai là. Le Premier ministre sera là. Ça, c'est la caméra qui filmera le Premier ministre? Oui, et là, il y en aura une autre. Si le Premier ministre décide de partir, je le suivrai. Le Premier ministre est connu pour ses talents de débatteur. Les deux journalistes ignorent quelle sera sa réaction lorsqu'ils aborderont le sujet de sa société offshore. S'il demande « Mais que se passe-t-il ici ?» Oui. Tu peux répondre « Mon collègue Johannes va poursuivre cette interview. » Si je foire, tu vas me détester jusqu'à la fin de tes jours. Non, c'est lui qui va me détester, jusqu'à la fin de ses jours. Personne ne se doute alors qu'un scandale mondial s'apprête à éclater. Aujourd'hui, Johannes Christiansson se souvient parfaitement de cette matinée où il a pris la route pour aller interviewer le Premier ministre. Franchement, j'avais peur. Enfin, j'étais plus stressé qu'apeuré. Sven et moi, nous nous disions, c'est comme un fauve acculé. Tu ne sais jamais comment il va réagir. C'est la maison des ministres. C'est là que nous avons interviewé le Premier ministre. On est arrivé 40 minutes avant le début de l'interview pour installer les caméras. La tension montait chez nous tous. Puis le Premier ministre est arrivé avec son conseiller. Hello. Oh, that's fine. Thank you, Sven Bergman, Swedish Television. Nice to meet you. Au départ, c'était des conversations d'ordre général. Puis on s'est assis. Vous êtes à l'aise? Oui. Quel est le sujet principal? Le sujet principal est la crise financière en Islande. Mais surtout, comment le pays a fait pour s'en sortir. Johannes Christiansson reste d'abord en retrait. Je jouais le rôle de l'assistant de Sven. J'écoutais ce qui se disait, je faisais semblant d'écrire. Après une série de questions sur l'économie islandaise, Sven Bergman aborde le sujet des paradis fiscaux. C'est important de rétablir la confiance de la société islandaise, envers le gouvernement bien sûr, mais aussi envers le système financier. On veut montrer qu'on a tout fait pour que rien ne reste caché. Les citoyens peuvent être sûrs que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour découvrir les mauvaises conduites. J'étais de plus en plus stressé. J'attendais le moment clé. Voilà la question qui va faire basculer la vie du Premier ministre. Et vous, Monsieur le Premier ministre, avez-vous ou avez-vous eu un lien avec une société offshore? Moi? Une entreprise islandaise avec laquelle j'ai travaillé avait un lien avec une société offshore. Disons, il y avait certains arrangements avec les employés. Mais j'ai toujours déclaré mes avoirs et ceux de ma famille pour les impôts.
Donc, je n'ai jamais caché mes avoirs nulle part. Monsieur le Premier ministre, que pouvez-vous me dire sur la société Wintris? Disons, c'est une société, si je me souviens bien, c'est une société qui était en lien avec une entreprise pour laquelle je travaillais. Je détenais un compte qui, comme je le disais, a été déclaré aux autorités fiscales quand elle a été fondée. Mais là, je commence à trouver ça bizarre, vos questions. Parce que c'est comme si vous m'accusiez de quelque chose. Non, je ne fais que vous poser des questions. Mais pour entrer dans les détails, je voudrais que mon collègue continue en islandais. Pourquoi ne pas avoir déclaré... Je répondrai à cette interview plus tard. Pourquoi ne pas avoir mentionné Wintris dans votre déclaration d'intérêt? Je répondrai à cette interview plus tard. Vous êtes notre Premier ministre. Vous devez répondre. Comme je l'ai déjà expliqué, tout cela est dans ma déclaration d'impôt. Quel avoir détient cette société? C'est absurde. Vous m'avez piégé. J'ai votre signature ici, regardez. Que cherchez-vous à faire? Vous devriez être capable de répondre. Vous n'avez pas été transparent, alors que vous êtes Premier ministre. Était-ce vraiment nécessaire de tendre un tel piège? Oui, ça l'était. Nous avons beaucoup discuté des aspects éthiques de cette méthode. Mais vous ne pouvez pas envoyer une demande au Premier ministre avec en objet Wintris. Qu'est-ce qui se serait passé ensuite? Ces conseillers auraient dissimulé des informations, auraient essayé de manipuler les faits ou des choses comme ça? Il faut avoir la première réaction dans ce genre d'affaires. Trois semaines après l'enregistrement de cette interview, le scandale éclate. 58% des Islandais regardent ce soir-là le reportage de Jóhannes Kristjánsson et les explications de leur Premier ministre. Le lendemain, l'Islande connaît l'une des plus grandes manifestations de son histoire. 22 000 personnes, 6% de la population du pays, protestent devant le Parlement. Le Premier ministre déclare qu'il détenait cette société offshore, mais qu'elle a toujours été en règle avec les impôts. Il ne convainc pas. Les Panama Papers font chuter le gouvernement. Au bout du compte, je pense que les Panama Papers étaient vraiment nécessaires. Parce que tout ça doit s'arrêter. C'est ridicule que l'argent qui nous manque soit caché ainsi. Ça a un impact pour nous tous. Vous savez, notre système de santé s'effondre. Et il y a 2 à 3 fois l'argent dont on a besoin qui est caché dans les paradis fiscaux. C'est ridicule. Mais les choses ne changent pas facilement. Depuis, en Islande, des élections anticipées ont eu lieu. Le Parti pirate, un mouvement citoyen anti-establishment, a triplé son nombre de députés. Mais aucune réelle majorité n'a émergé. Après de longues négociations, une coalition a été mise en place. Mais devinez qui est devenu le nouveau Premier ministre? L'ancien ministre des Finances, Bjarni Benediktsson, également présent dans les Panama Papers avec sa société écran aux Seychelles. Drôle de morale. Avant de quitter l'Islande, une dernière visite, à l'improviste, chez l'ancien Premier ministre. Il vit dans cette maison, dans un quartier huppé de Reykjavik. Il n'a pas quitté la politique, il a été élu député lors des dernières élections législatives. Nous l'avons contacté à plusieurs reprises. Il n'a jamais répondu à nos appels.
Ailleurs dans le monde, d'autres dirigeants ont été mis en difficulté par les Panama Papers. José Manuel Soria quitte son poste de ministre de l'Industrie et de député des Canaries. Sa décision, dit-il, est irrévocable. Le ministre de l'Industrie espagnol possédait des sociétés écrans aux Bahamas et à Jersey dans les années 90. Il a démissionné 2 semaines après le scandale. D'autres ont été mis en cause, mais n'ont pas quitté le pouvoir. Comme le président argentin ou le premier ministre pakistanais. En France, la principale conséquence des Panama Papers est la mise en cause de la Société Générale. Le 5 avril 2016, 48 heures après les révélations, la police judiciaire perquisitionne le siège de la banque et saisit du matériel informatique. Plusieurs agences de l'établissement sont, comment dire, relookées. Mais une autre question occupe le débat. Le patron de la Société Générale a-t-il menti sous serment devant la représentation nationale? Frédéric Oudéa avait déclaré ne plus avoir d'activité dans les paradis fiscaux. La contradiction entre ses propos et les révélations des Panama Papers éclate au grand jour. Au lendemain du scandale, le parlementaire Éric Boquet demande au Sénat de saisir la justice, afin de déterminer s'il y a eu, oui ou non, faux témoignage. Avant de se prononcer, le Sénat propose à Éric Boquet d'entendre à nouveau le patron de la banque, cette fois à huis clos. La rencontre a lieu à la Commission des Finances, dans cette salle. Voilà, exactement. Donc nous étions positionnés ici. Donc Philippe Dominati était à ce siège, moi j'étais ici à ses côtés. Philippe Dominati, sénateur Les Républicains, était le président de la commission d'enquête qui a entendu Frédéric Oudéa en 2012. Les 2 parlementaires se retrouvent à nouveau face au directeur de la banque. Frédéric Oudéa était là. Et puis il y avait les 2 personnes chargées du compte-rendu, puisqu'il fallait que le compte-rendu soit consigné pour qu'il y ait un verbatim intégral. Et je me souviens, c'est du vrai huis clos. L'huissier est allé verrouiller, donner un tour de clé à la porte. On était vraiment enfermés et la salle était inaccessible à toute personne extérieure, quoi. Qu'est-ce qui vous a dit ce jour-là, Frédéric Oudéa? Il a dit que, en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'a jamais contesté l'existence de sociétés offshore. Il en a contesté le nombre. Il disait qu'il en reste une 60aine environ. Donc, il confirmait de fait qu'effectivement, des sociétés offshore avaient bien été créées par la Société Générale. Donc, quelque part, en creux, il confirmait l'existence de ces sociétés offshore au Panama. Mais le patron de la banque soutient en même temps qu'il n'a jamais menti. Nous avons mis la main sur le compte-rendu de ce huis clos. Voici ce qu'il affirme ce jour-là. Ce que j'ai déclaré reflète l'exacte vérité. Le jour de mon audition par la commission d'enquête, la Société Générale n'avait plus aucune implantation au Panama. Aucune implantation au Panama. Vous n'avez pas remarqué, hein, le léger glissement sémantique. Frédéric Oudéa ne parle plus d'activité, mais d'implantation. Une implantation, c'est-à-dire une maison en dur, avec une porte, des fenêtres, un toit. Une notion bien plus précise qu'une activité. Vous allez voir que ça a son importance. Et qu'en matière d'exercice d'équilibriste, Frédéric Oudéa est plutôt doué. Quelques jours après ce huis clos, le directeur de la Société Générale est à nouveau auditionné au Sénat. Mais cette fois, publiquement. Nous sommes 1 mois après le scandale. L'audition est filmée. Frédéric Oudéa n'entend pas faire de mea culpa. Mes réponses aux questions des membres de la commission d'enquête du Sénat d'avril 2012 avaient été formulées avec la plus grande exactitude et sincérité. Et c'est reparti pour le numéro d'équilibriste. Le groupe n'avait déjà plus en 2012 d'implantation, c'est-à-dire de bureaux, d'effectifs, de revenus et de bénéfices réalisés, en particulier au Panama. Vous avez entendu?
C'est-à-dire de bureaux, d'effectifs, de revenus et de bénéfices réalisés. Pas exactement ce qu'il avait déclaré à l'époque. Nous n'avons plus d'activité dans les États non coopératifs. Pour la Société Générale, créer et administrer des centaines de sociétés dans les paradis fiscaux pour le compte de ses clients, c'est donc ne pas avoir d'activité dans les paradis fiscaux. Éric Bocquet va tenter de déstabiliser cette défense. Je pense qu'à ce stade, il convient de rappeler, monsieur le directeur général, pourquoi vous êtes ici. Et vous n'êtes pas là par hasard. Il ne s'agit pas d'une audition tout à fait ordinaire. On ne parle pas de l'évasion fiscale de manière générale, on parle de votre cas particulier. Vous avez mis en parallèle les termes implantation et activité. En les considérant comme des synonymes, je ne pense pas que implantation et activité soient exactement des synonymes. Je pense même que ce sont des mots très différents. Des clients de votre banque ayant ouvert des sociétés depuis une filiale que j'évoquerai après, doit être considéré, à mon avis, comme une activité. Alors, monsieur le directeur général. Monsieur le sénateur, je suis un peu embarrassé parce que vous revenez sur une procédure que le Sénat m'a demandé de respecter concernant le point qui était l'accusation, en quelque sorte, de faux témoignages dont j'ai fait l'objet. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu de reprendre exactement le texte. Vous mentionnez des petits bouts. Je préfère peut-être me tourner à la limite vers le président, sinon on va y repasser peut-être trop de temps. Allez hop, balayez, monsieur Bocquet. Frédéric Oudéa appelle à la rescousse le sénateur Philippe Dominati. En ce qui concerne le témoignage et la prise sous serment, je dirais l'engagement du serment devant la commission, j'ai fait part de mon sentiment au président du Sénat après une très longue audition, et je ne vois rien qui puisse amener le bureau du Sénat à poursuivre sur cette déclaration Monsieur Oudéa sur son témoignage de 2012. Et voilà, c'est dit. Le président de la commission d'enquête de l'époque dédouane publiquement Frédéric Oudéa de l'accusation de faux témoignage. Un délit passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. M. Dominati, lui, a levé le doute. À un moment donné, il a déclaré que, selon lui, il n'y avait pas d'éléments suffisants pour transmettre le dossier à la justice. Et il est clair que dès lors que ce propos a été tenu, j'ai bien vu que M. Oudéa était un peu soulagé et il avait compris que la messe était dite quelque part. Pourtant, lors de notre première enquête, nous avions révélé que la Société Générale n'a pas créé au Panama que des sociétés offshore pour détenir les comptes de ses clients. Certaines structures représentent la banque elle-même. C'est le cas de 2 fondations, Valvert et Rousseau. La Banque française les utilise pour piloter dans le plus grand des secrets le réseau de sociétés offshore qui cache ses clients. Cette information-là est encore plus délicate pour Frédéric Oudéa. Un sénateur semble l'avoir compris. Vous avez créé au niveau de la Société Générale 2 fondations qui sont au Panama. Pour qu'on comprenne bien les choses, est-ce que dans le cas de ces fondations, est-ce qu'elles sont détenues par les clients ? Est-ce qu'elles sont détenues par la Société Générale ? Cette question va-t-elle cette fois déstabiliser la défense de Frédéric Oudéa ? Écoutez bien la réponse. Alors, sur les fondations, il n'y a aucun lien capitalistique entre Société Générale et nous sur ces fondations. Vous n'avez rien remarqué ? Vas-y Marco, rembobine. Il n'y a aucun lien capitalistique entre Société Générale et nous sur ces fondations. Entre qui et qui ? Entre Société Générale et nous, et nous, et nous, et nous. Nous ? Mais nous, c'est vous, monsieur Oudéa ? À la question « La Société Générale détient-elle 2 fondations panaméennes ?» Frédéric Oudéa répond « Il n'y a aucun lien entre la Société Générale et nous. Nous, la Société Générale. » Ça ressemble à un lapsus révélateur. Mais les sénateurs ne relanceront jamais Frédéric Oudéa sur cette curieuse réponse. Le lapsus est passé inaperçu. Ouh ! Le numéro d'équilibriste est réussi sur toute la ligne. En gros, rien à déclarer. Circulez, mesdames et messieurs les sénateurs. À écouter Frédéric Oudéa, c'était plutôt les Panama People. Nous avons comme l'impression que l'histoire se répète.
Car les nouveaux propos de Frédéric Oudéa devant le Sénat sont encore une fois contredits par les Panama Papers. Voici un document inédit issu de la fuite. Jusqu'ici, jamais dévoilé. C'est un mail écrit par la Société Générale à Mossack Fonseca, le cabinet d'avocats panaméen qui a ouvert sur place les fondations Valvert et Rousseau. Il y est écrit noir sur blanc que concernant ces deux fondations, le bénéficiaire final est la Société Générale, agissant pour ses clients. Nous avons déniché un second document, les frais de gestion de ces deux fondations. Ils sont payés directement à Mossack Fonseca par la Société Générale elle-même. Les deux fondations panaméennes représentent donc bien la Banque française. Nous voulons montrer ces nouveaux éléments à l'homme qui a dédouané Frédéric Oudéa. Un peu en avance. Ouais, vous êtes un peu en avance, on est en train de s'installer, mais bonjour. Je vous propose de vous asseoir. Ça dure longtemps ou pas? Non, je pense qu'il y en a pour une petite demi-heure. Ou... Ah, carrément, quand même. Ouais. Je ne suis pas expert à ce point-là. Hein. Suffisamment, en tout cas, pour que le Sénat suive son avis. L'institution a finalement décidé de ne pas saisir la justice pour faux témoignages. Alors on est filmé 2 fois ou une seule fois? Vous êtes filmé à 2 axes. Ah. Mesdames, Messieurs, le sénateur Philippe Dominati. Est-ce que vous considérez que la réaction du Sénat a été à la hauteur face à ces révélations? Oui, bien sûr. Ce serait malaisé pour moi de vous dire le contraire. Oui, je crois qu'on a été tout à fait à la hauteur parce que, d'abord, le Sénat a réalisé non pas une, mais 2 commissions d'enquête sur l'évasion fiscale. Donc c'est tout à fait en connaissance de cause, normalement, que le Sénat prend ses décisions. Vous avez dit à ce sujet, je ne vois rien qui puisse amener le bureau du Sénat à poursuivre M. Oudéa pour son témoignage de 2012. Vous le confirmez? Oui, bien sûr. Et donc pour vous, détenir plus de 200 sociétés offshore pour le compte de ses clients, c'est ne plus avoir d'activité dans les paradis fiscaux? Ce n'est pas la Société Générale, à ma connaissance, qui détenait les comptes offshore de 200 de ses clients. C'est d'ailleurs des propos qui ont été confirmés à 2 reprises par M. Oudéa. C'est elle qui détient ces sociétés. C'est elle qui les crée, c'est elle qui les administre. Non. Si. Non, pas à ma connaissance. C'est vous qui l'affirmez. Alors, en quoi vous avez plus de crédit que M. Oudéa? Sur la base des documents des Panama Papers. Ah non, mais attendez... 236 sociétés offshore, au moment où ils s'expriment devant le Sénat, elles sont basées au Panama, aux îles Vierges britanniques et aux Seychelles. Elles sont détenues par la Société Générale pour le compte de leurs clients. Elles les enregistrent, elles les administrent. Ce n'est pas ce qui a été déclaré, encore une fois, à la Commission des Finances. C'est ce qu'il y a dans les éléments des Panama Papers. Oui, mais les Panama Papers, ce sont des documents qui, d'après la Société Générale, disent « ça ne nous engage pas, ce sont des clients de la Société Générale qui ont ces sociétés. » Mais ces sociétés offshore sont administrées et créées à la demande de la Société Générale. Pas ma connaissance, en tout cas, c'est pas ce qui nous a été affirmé. Je me permets de vous le confirmer. Oui. Alors, je vais vous donner des exemples précis. Nous avons des éléments qui démontrent que la Société Générale avait le contrôle d'au moins 2 entités au Panama en 2012. Ce sont des fondations, Valvert et Rousseau, qui sont encore actives et qui l'étaient au moment où M. Oudéa est venu de votre commission dire qu'il n'avait plus d'activité au Panama. Oui, peut-être, mais ça, je n'en sais rien. Regardez, ça c'est un document qui vient de la Société Générale, donc c'est un mail envoyé par la Société Générale à Mossack Fonseca. Et voilà ce qu'on peut lire à propos des fondations Valvert et Rousseau, le bénéficiaire final et la Société Générale Bank and Trust. Voilà. Ça, quelle est votre réaction par rapport à ça? Ma réaction, je pense que les autorités françaises doivent demander des explications. Il y a des autorités de tutelle dans ce pays. Il y a un gouvernement, il y a des autorités judiciaires qui doivent demander des explications de droit à la Société Générale. Ça ne remet pas en cause les propos que vous a tenus, Frédéric Oudéa? Ça ne remet pas en cause l'esprit des déclarations qu'il a tenues devant la commission d'enquête. Mais c'est important parce que c'est des propos qui sont tenus sous serment devant la représentation nationale, oui. Donc, qui représente les citoyens français. Et il a dit, nous n'avons plus d'activité dans les États non coopératifs, donc les paradis fiscaux en 2012, et pourtant on voit aujourd'hui qu'ils ont bien des fondations toujours présentes au Panama. Oui, et alors?
ça contredit les propos de M. Oudéa. Écoutez, alors il faudra peut-être le vérifier, mais enfin... Mais vous avez décidé de ne pas poursuivre pour faux témoignage. Oui, bien sûr, absolument. On a décidé de poursuivre parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas assez d'éléments fondés et qu'il y avait de plus du surcroît une tentative, je dirais, d'instrumentalisation politique. Ça, c'est pas de l'instrumentalisation politique, ce sont des faits. Ça, c'est vous faites en partie de l'instrumentalisation politique. Ah bon? Vous y contribuez, mais bien sûr, puisque c'est l'objet même de votre émission. Donc, je dirais... C'est des faits, ça, regardez. C'est des faits, des documents. Moi, c'est des documents des questions. Que vous mettez comme ça, on ne sait même pas s'ils sont vrais ou faux. Moi, je ne suis pas... Vous êtes sans doute un cadre de la Société Générale ou un financier important de la Société Générale pour avoir accès à ces documents. Moi, je ne les ai pas. Non, je ne travaille ni à la Société Générale... Documents des Panama Papers. Oui, non, mais je dirais, je ne travaille pas à la Société Générale. J'ai assez de choses à faire. Ce n'est pas mon rôle. Et c'est le rôle de la justice et des autorités de ce pays. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Sauf que la justice ne se prononcera pas sur l'accusation de faux témoignage à l'encontre de Frédéric Oudéa. Le bureau du Sénat a suivi l'avis de Philippe Dominati et a décidé, après un vote, de ne pas poursuivre le patron de la banque. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous être fait un peu mener en bateau sur des sujets qui sont assez techniques, finalement? J'en suis convaincu depuis le début, mais ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'éthique et de respect de la République. Moi, je suis convaincu, j'ai l'intime conviction qu'effectivement, on ne nous a pas dit toute la vérité. C'est comme ça que l'on s'est retrouvé un matin glacial à attendre le patron de la Société Générale. Prêt à lui poser, cette fois, nos questions. Nous avons également un document inédit à lui montrer. Le consortium nous l'a transmis. Une nouvelle liste de sociétés offshore créées par la banque. Cette fois, c'est aux Bahamas. Il y en a 240 encore actives en 2016. Ces sociétés-là non plus, Frédéric Oudéa n'en a jamais parlé lors des auditions devant les parlementaires. Il arrive. Oh, vite! Monsieur Oudéa, bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation. Bonjour, est-ce que vous avez toujours dit toute la vérité devant la commission d'enquête du Sénat à propos de la présence de la Société Générale dans les paradis fiscaux? Absolument. Absolument? Absolument, oui. C'est-à-dire que vous aviez dit que vous n'aviez plus d'activité dans les paradis fiscaux. Est-ce que détenir plus de 200 sociétés offshore dans les paradis fiscaux, c'est ne pas avoir d'activité dans les paradis fiscaux? Madame Lucet, vous le savez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant le Sénat, devant la Commission des Finances, de donner toutes les informations concernant cette affaire il y a à peu près 6 mois. Et j'ai pu montrer, je crois, que la Société Générale est pleinement engagée. Mais si je me permets de vous poser ces questions, c'est qu'on a de nouveaux éléments, en fait, Monsieur Oudéa, qui prouvent que la Société Générale a bien contrôlé directement 2 fondations au Panama, les fondations Valvert et Rousseau. Est-ce que c'est exact? J'ai eu l'occasion de donner toutes ces informations au Sénat. Tout est totalement... Mais ça fait 1 an qu'on vous pose ces questions, les fondations Valvert et fondations Valvert et Rousseau, est-ce qu'elles sont contrôlées directement par la Société Générale? Madame, et vous n'avez pas répondu à ces questions. Aussi, absolument, il n'y a rien de nouveau. Non, là c'est la sortie. Vous avez dit qu'elles étaient détenues par les clients. Nous, on a la preuve que vous les avez contrôlées directement, Monsieur Oudéa. Tout a été communiqué. Est-ce que je peux vous montrer ces documents, Monsieur Oudéa, regardez, ils sont ici. On a aussi des documents qui prouvent que la Société Générale a 240 sociétés offshore. Non, madame. Aux Bahamas. Non, madame. Si. Est-ce qu'elles sont encore actives? Apparemment, oui, elles sont encore actives. Madame, et vous n'en avez jamais parlé. Madame, la Société Générale, je le répète, est une banque pleinement engagée contre la lutte, en matière de lutte, contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant le Sénat, de donner toutes les explications sur ce point. Est-ce que je peux vous montrer ces documents qui prouvent que vous contrôlez directement, vous avez contrôlé directement 2 sociétés au Panama, s'il vous plaît, les sociétés Valvert, les fondations Valvert et Rousseau. Je suis là, madame, pour parler du Brexit et permettez-moi de préparer mon intervention. Et aussi, vous montrez la liste de ces sociétés offshore, 240 que vous avez aux Bahamas, elles sont ici. Vous refusez de regarder ces documents, Monsieur Oudéa? Je dois présenter une présentation sur le Brexit. Merci beaucoup. Donc vous refusez de commenter ces documents? Là non plus. Monsieur Oudéa? C'est une porte de service, c'est une impasse. Nous aurons donc une dernière chance. Il est parti par ici, il reviendra par là. Pardonnez-moi, Monsieur Oudéa, je me permets de vous donner ces documents, mais c'est important parce qu'on voudrait avoir votre réaction, même si vous ne réagissez pas tout de suite, si vous pouvez réagir par écrit.
Monsieur Oudéa, le thème du colloque, c'est la fin des tabous. On a l'impression que les paradis fiscaux, c'est pas la fin du tabou pour la Société Générale. Vous voulez pas prendre ces documents? Merci Je peux me permettre de vous les donner parce que comme ça, vous pourrez nous répondre par écrit, monsieur Oudéa. Merci beaucoup. Merci, monsieur Oudéa. Après cette rencontre, la Société Générale refusera toute interview et invoquera à la dernière minute le secret bancaire. La troisième banque française n'en a pas fini avec les Panama Papers. Selon nos informations, la justice a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Les Panama Papers ont révélé les noms de milliers de fraudeurs présumés. Depuis, les autorités ont lancé des enquêtes dans 79 pays. Selon un décompte du consortium des journalistes, plus de 6500 particuliers et entreprises seraient visés. En Grande-Bretagne, 22 personnes sont sous le coup d'une enquête pour évasion fiscale. Au Canada, 85 personnes sont dans le viseur de la justice. En Islande, au service des investigations fiscales, 17 enquêteurs sont mobilisés et les premiers résultats commencent à tomber. Les Panama Papers nous ont permis d'obtenir des informations auxquelles l'administration et les enquêteurs du fisc n'ont généralement pas accès. Et ces informations nous révèlent des liens entre des contribuables et des sociétés offshore, des liens que nous n'aurions pas découverts autrement. Nous enquêtons actuellement sur 31 cas issus des Panama Papers. Et nous sommes sur la piste d'autres cas liés à ces informations. Donc oui, il y a des conséquences. Il y a un an, nous avions découvert la présence de centaines de Français dans les documents, de grands chefs d'entreprise, mais aussi de petits entrepreneurs, un médecin esthétique et même un masseur. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Grâce aux Panama Papers, Bercy a recensé 560 fraudeurs potentiels. Le ministère des Finances affirme qu'il va vérifier une à une la situation fiscale de ses contribuables. En parallèle, François Hollande a saisi la justice. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que les informations seront connues, toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites et les procès éventuellement auront lieu. Alors si je puis dire, c'est une bonne nouvelle que nous ayons connaissance de ces révélations parce que ça va nous faire encore des rentrées fiscales de la part de ceux qui ont fraudé. Depuis, les juges ont lancé des investigations sur 22 cas pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. Vous l'avez compris, c'est très très grave. Il y a parmi eux le cas d'un riche industriel français, Gérard Otajon. Son nom apparaît à de nombreuses reprises dans les Panama Papers. Voici ce que nous avions appris sur lui. Gérard Otajon figure à la 401e place du classement des grandes fortunes de France du magazine Challenge, avec 130 millions d'euros de fortune personnelle en 2015. L'industriel est du genre discret. Sa seule apparition dans les médias date de 1990 dans un reportage sur la vie économique en Rhône-Alpes. Ça rappelle pas mal les années 60 en France, où beaucoup d'entreprises ont commencé petits et se sont développées, sont devenues les entreprises que l'on connaît actuellement. Gérard Otajon est à la tête d'un groupe qui porte son nom, basé à Montélimar. Avec 700 salariés, c'est le premier employeur privé de la ville. Dans la zone industrielle, difficile de rater les usines Otajon. Voici un petit clip de présentation à la délicieuse ambiance musicale. La spécialité maison, le carton, ou plutôt l'emballage. L'entreprise emballe des produits de grande consommation, des parfums, des médicaments, des produits cosmétiques
et plein d'autres choses encore. Sans le savoir, à un moment ou à un autre, vous avez forcément tenu entre vos mains un emballage Otajon. Gérard Otajon est tombé dans le carton tout petit. C'est son père qui a créé l'entreprise. Il en a hérité et l'a développée. Mais Gérard Otajon ne fait pas que dans le carton. C'est aussi un adepte des sociétés écrans. Nous avons mis au jour un montage financier complexe réalisé par l'industriel. Fin 2013, Gérard Otajon crée en secret une société écran à Hong Kong, un paradis fiscal. Son nom, Forever Unity Limited. Cette société lui permet de cacher une petite fortune placée sur des comptes à l'étranger. Plus de 21 millions d'euros. Cette découverte nous avait interpellés, car au même moment, l'entrepreneur fermait une de ses usines pour raisons économiques. Nous avons reconstitué le parcours des millions dissimulés de Gérard Otajon. Accrochez-vous, c'est un sacré voyage. À l'origine, il y a plus de 21 millions d'euros sur un compte suisse. Mais en 2013, Gérard Otajon décide de transférer l'argent à la HSBC Hong Kong. Là-bas, le compte est ouvert au nom de la société écran Forever Unity. Officiellement, les 21 millions n'appartiennent plus à l'industriel français. Ils sont la propriété de Forever Unity. Et tout ça n'est qu'un début. Les millions d'Otajon sont alors transférés de la HSBC Hong Kong à une banque aux Bahamas. Puis, des Bahamas aux Pays-Bas, où ils transitent par la banque ING, avant de terminer leur course sur un compte au Crédit Suisse Luxembourg, toujours sous le nom de Forever Unity. Tout ça, Gérard Otajon l'a fait sans quitter la France. Le cabinet panaméen Mossack Fonseca a réalisé ce montage pour lui. Pour nous aider à décrypter une telle opération, nous avons eu recours à un expert, l'ancien patron des enquêtes fiscales de Bercy, Roland Vailipot. Si cet argent est propre et déclaré aux autorités, est-ce que ce type de montage peut vraiment avoir un intérêt? Il n'a strictement aucun intérêt, surtout qu'il ne faut pas oublier que de s'amuser à passer par le Panama pour faire des structures comme ça a un coût élevé. Donc ça veut dire clairement que cet argent, ou il n'est pas propre, ou il n'est pas déclaré. Mais quand c'est pas propre, c'est pas déclaré, et quand c'est pas déclaré, c'est que c'est pas propre. Moi, j'ai pas d'autre alternative. Je suis désolé, je suis un peu binaire, hein, mais ça correspond, je crois, à la réalité. D'accord. On a entre les mains, justement, des mails internes de Mossack Fonseca, le cabinet d'avocats panaméen, qui a créé cette société offshore à Hong Kong. Dans l'un de ses courriels, l'un des responsables de Mossack Fonseca explique pourquoi cet industriel français veut faire ce transfert d'argent. Alors, je vous donne le mail, il est là. Hop. Merci. Voilà, il est écrit jusqu'à présent, une partie de sa fortune était placée en Suisse. Aujourd'hui, il pense que le pays perd de son indépendance vis-à-vis de l'Europe. Tout à fait, et je serais prêt à partager et à co-signer ça. Non, mais c'est joliment dit et ça veut clairement dire que là, on s'échappe de la Suisse parce que c'est plus un vrai beau paradis fiscal. Et que chez les fraudeurs fiscaux qui ont mis leur argent en Suisse, il y a une vraie panique. Et on est en pleine affaire Cahuzac à ce moment-là. Hein. Oui. Donc ceci explique peut-être cela. C'est vrai que lorsque quelqu'un avait des fonds à l'étranger en son nom propre et que brutalement il les met derrière une société écran, c'est qu'il a peur. Alors, le voyage de l'argent de ce riche patron français s'arrête pas là. L'argent détenu toujours officiellement par la société offshore à Hong Kong revient en Europe, cette fois sur le compte du Crédit Suisse au Luxembourg, et il va être investi dans un fonds d'investissement. Entre-temps, évidemment, le nom de l'industriel a totalement disparu des radars. Et on a changé de banque. Et on a changé de banque. Il faut toujours brouiller les pistes. Et là, le tour de passe-passe est réussi. Oui, tout à fait. En octobre 2014, le tour est joué. Gérard Otajon a dissimulé plus de 21 millions d'euros à l'étranger, loin des yeux du fisc. Pourtant, quelques mois avant d'organiser cette grande évasion,
Gérard Otajon ferme l'une des usines de son groupe, située dans la Sarthe. Et officiellement, il invoque des difficultés économiques. Colère aujourd'hui devant les locaux de Beaupac. Les 37 salariés étaient en grève. Tous vont perdre leur emploi. La fermeture de cette imprimerie passe alors presque inaperçue. Tout juste suscite-t-elle l'indignation d'un sénateur écologiste. Mais ce n'est pas simplement une usine qu'on ferme, ce sont surtout des emplois, des hommes et des familles qui vont en souffrir. À l'époque, le moins qu'on puisse dire, c'est que le problème n'intéresse pas grand monde. 36 emplois supprimés, l'histoire ordinaire d'une fermeture d'usine en France. Une de plus, ou plutôt une de moins. Georges Pipet était l'un des salariés. Il nous accompagne sur le lieu de son ancien travail. Lui a eu de la chance, il a retrouvé un emploi dans une imprimerie, mais l'arrêt définitif de l'usine n'a pas été sans conséquences sur sa vie. Avant, je déclarais 32 000 € à l'année. Maintenant, je déclare 23 000. Avant, je payais des impôts, j'en paye plus. Voilà. J'aimerais bien payer des impôts, ce serait bon signe. Vous aimeriez bien payer des impôts? Oui, oui. Payer beaucoup, ça me dérangerait pas. Ça voudrait dire que je gagne de l'argent. Pendant 24 ans, Georges Pipet a imprimé ici des étiquettes pour des emballages alimentaires. Mais les conséquences concrètes sur vous à ce moment-là, au moment où l'usine ferme? Wow. C'est dur. Là, c'était psychologiquement, waouh. Wow. Vous l'avez déjà vu, Gérard Otajon? Non, jamais, on l'a jamais vu. Et au moment de la fermeture, il n'est pas venu voir les salariés? Non. Selon nos informations, Gérard Otajon aurait mis pas mal d'argent sur des comptes offshore. Plus de 20 millions d'euros. On n'est pas dans le même monde. C'est un monde différent. Le monde de la finance et le monde des travailleurs, c'est un monde différent. Après cette découverte, nous avions appelé Gérard Otajon. Je voulais vous parler de Forever Unity Limited. Je sais pas ce que c'est. Vous connaissez pas? Non. Une société basée à Hong Kong qui détiendrait de l'argent à l'étranger, au Luxembourg, plus de 20 millions d'euros. De quoi? N'importe quoi. C'est quoi cette histoire, monsieur? Mais de quoi? Non, je suis pas du tout. Ah, complet, ouais. Est-ce que vous êtes le propriétaire caché derrière Forever Unity Limited? Monsieur, je vous dis que non. Je vous dis que non, je ne vois pas de quoi vous me parlez. Et je trouve ça vexatoire. Une société Forever Unity créée fin 2013, début 2014 à Hong Kong. Ah non, monsieur. Bon, selon mes informations, ça serait de l'argent qui viendrait de Suisse et qui en 2014 ce serait... avec ça. Mais quel argent qui vient de Suisse? N'importe quoi. Et on peut se rencontrer éventuellement pour que je vous les montre? Non, je n'ai pas à vous rencontrer. Je ne parle jamais aux journalistes. C'est un principe. Dans ma vie, je ne parle pas aux journalistes. Si vous avez quelque chose, vous m'écrivez. Et puis je demande... Je vous écris à quelle adresse? Gérard Otajon, Montélimar.bar. Nous nous sommes exécutés. Et quelques jours plus tard, nous avons reçu un courrier de l'avocate de Gérard Otajon. Cette fois, la réponse n'était plus du tout la même. Gérard Otajon ne niait plus. Mais il affirmait que les mouvements financiers dont nous parlons seraient en cours de régularisation, et ce depuis début 2015. Depuis les révélations, Gérard Otajon a été entendu par la justice. On en sait désormais un peu plus sur l'origine de ces millions cachés. Il les aurait gagnés sans jamais les déclarer, en vendant les brevets de certaines machines développées par son groupe. Il aurait entamé le rapatriement de son magot suite à un contrôle de Bercy. Si la justice décide de poursuivre Gérard Otajon pour blanchiment de fraude fiscale, il encourt plusieurs millions d'euros d'amende et 7 ans de prison. Les Panama Papers ont aussi eu des conséquences inattendues pour les salariés du groupe Otajon qui avaient contesté leur licenciement.
Allez, un peu d'espoir dans ce monde de brutes. 8 mois après le scandale, la Cour d'appel d'Angers a jugé le licenciement de ses salariés sans cause réelle et sérieuse. Ce matin de janvier, pour célébrer la bonne nouvelle, ils se sont réunis autour du représentant syndical qui les a défendus. Donc vous avez tous reçu l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers qui nous offre une petite victoire quand même, de longue haleine certes, mais une victoire quand même. J'avais même produit aux pièces l'article du journal local sur les Panama Papers suite à l'émission. Et quand il s'agit d'évasion fiscale de cette ampleur, alors que dans le même temps on ferme une entreprise de 40 salariés, un juge ne peut pas être insensible à cela. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que Gérard Otajon avait mis plus de 20 millions d'euros sur des comptes offshore? La surprise après de la déception, en fait, du dégoût un peu aussi. Savoir quand même au moment où on nous mettait à la porte, puis de son côté, il cachait de l'argent à l'étranger. Au total, le groupe Otajon est condamné à verser 287 000 euros à ses anciens salariés, soit en moyenne 20 000 euros chacun. Ça soulage un peu. Maintenant, ça ne change pas le fait que l'entreprise a été viable, elle a été fermée et qu'il a fallu se relancer ailleurs. Voilà. On avait les moyens de fonctionner et voilà, c'est dommage. Pour ces ex-employés, cette victoire est très symbolique. Depuis la fermeture de l'usine, certains n'ont jamais retrouvé un emploi stable. Les conséquences, c'est que maintenant, j'ai un travail précaire à temps partiel, à 24 heures. Donc financièrement, c'est pas facile, c'est même très difficile, mais bon, il faut faire avec. Et puis on espère que maintenant, on va pouvoir faire le deuil de tout ça. J'espère qu'il va comprendre que l'argent, c'est pas toujours le moteur et que humainement, s'il met plus d'humanité dans son management à travers ses collaborateurs, je pense qu'il pourra encore créer plus d'emplois et puis il sera plus viable et plus crédible au niveau de tous les gens qui le connaissent. En fait. Leur ancien patron, Gérard Otajon, a une nouvelle fois refusé de nous accorder une interview. Désormais, le sort des fraudeurs présumés découverts dans les Panama Papers est entre les mains du parquet national financier. Les enquêteurs ont déjà mené 28 perquisitions. 10 comptes bancaires ou placements financiers ont été saisis par la justice. Les premiers procès devraient se tenir dans les prochains mois. Si les fraudeurs sont jugés, qu'en sera-t-il des professionnels qui les assistent? Cabinets fiscaux, avocats, gestionnaires de fortune. Les documents de Mossack Fonseca montrent qu'ils sont souvent à l'origine des montages frauduleux. Les poursuivre sera plus compliqué car la plupart sont installés dans des pays beaucoup plus cléments avec la fraude fiscale, comme le Luxembourg ou la Suisse. Pourtant, cette grande évasion serait impossible sans ces intermédiaires. C'est ce que nous avons compris en continuant d'enquêter sur le cas d'un certain Philippe Santini. C'est un ancien haut cadre de France Télévisions, notre groupe de télé adoré. Jusqu'en 2012, il a dirigé France Télévisions Publicité. En vendant les espaces pubs des chaînes publiques, il rapportait chaque année des centaines de millions d'euros au groupe. On n'a pas démérité, on est plutôt une société performante, on gagne de l'argent, on a toujours fourni un peu plus au groupe qu'il nous demandait. Selon les Panama Papers, lui aussi a créé une société écran, Oraf Limited, enregistrée cette fois au Samoa, en Polynésie. C'était en 2005. Cette structure lui a permis de détenir un compte bancaire en Suisse. Mais lorsqu'on interroge Philippe Santini sur cette société écran, inconnu pour moi au bataillon, je vois honnêtement pas comment ça a pu arriver comme ça. Ça ne lui dit rien. Après ce coup de fil, il ne nous a plus répondu.
Mais nous avons lu la phrase fétiche de Philippe Santini, aujourd'hui reconverti en coach de chef d'entreprise. Continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Ne laissez pas tomber. À force de chercher, on a fini par trouver l'adresse de son siège social. Attention, voici l'interview la plus brève de l'histoire de Cash. Bonjour, vous allez bien? On s'est croisés déjà dans les couloirs de France Télévisions. Monsieur Santini, on a des documents qui prouvent que vous avez ouvert une société écran aux îles Samoa avec un compte en Suisse. Les images sont utilisées dans version Mais vous voulez pas répondre sur cette société écran, ce compte en Suisse? Est-ce que vous confirmez qu'il y a une société écran, un compte en Suisse et quel est l'argent qui est dessus? Est-ce que l'argent provient de votre travail à France Télévisions? Monsieur Santini? Ce fut bref. Oui, Élise, ce fut bref. 26 secondes seulement. Apparemment, Philippe Santini n'aime plus du tout la publicité. Depuis ses premières révélations, nous en avons appris beaucoup plus sur Philippe Santini et surtout sur l'intermédiaire financier qui a élaboré ses montages offshore. C'est un franco-suisse, Charles Delabaume. Un ancien prof d'université à Paris, devenu gestionnaire de fortune. Il opère entre la Suisse et les Bahamas. C'est lui qui a créé la société écran de Philippe Santini aux Samoa. Elle a d'abord caché un compte en Suisse chez UBS. Mais en 2013, le gestionnaire de fortune organise le transfert de l'argent de la Suisse vers le Panama, où il atterrit sur un compte chez Handbank. Montant total des avoirs au Panama cette année-là, 624 000 €. Philippe Santini affirme aujourd'hui que cette somme provient de 2 héritages familiaux. À chaque opération pour ses clients, Charles Delabaume leur fait payer des commissions. En plus, il touche un pourcentage de la part des banques qui accueillent leur argent. Cela s'appelle des rétrocessions. Pour vous donner une idée, en 2012, rien qu'avec ces rétrocessions, Charles Delabaume a gagné plus de 160 000 €. Car des clients français, l'intermédiaire n'en manque pas. Tiens, un certain Philippe Sella. Ça ne vous dit rien? Mais si, c'est une ancienne gloire du rugby français. Philippe Sella, c'est 111 sélections sous le maillot tricolore. 2e joueur le plus capé de l'histoire du 15 de France. Il a amusé tout le monde. Depuis, il s'est reconverti dans l'événementiel. Il a créé son agence, Sella Communication. Dans la masse des documents des Panama Papers, le nom du rugbyman était passé inaperçu. Le voici en juin 2016, 2 mois après les révélations. Il reçoit la Légion d'honneur à la mairie d'Agen. À ce jour si particulier d'une vie où je reçois cet honneur, cette marque de reconnaissance de la France, que la France me décerne. Je nous souhaite beaucoup de soleil dans notre environnement et de la chaleur dans nos cœurs. Oh là 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 là, quel talent! Pour lui, le gestionnaire de fortune, Charles Delabaume, a créé des sociétés écrans au Panama. Elles ont caché au moins un compte en Suisse, chez UBS, entre 1998 et 2012. Philippe Sella n'était pas le seul bénéficiaire de ce compte. Il le partageait avec son associé, Jean-Claude Bonetti. À vous couper le souffle, hein? Suite à cette nouvelle découverte, nous appelons Philippe Sella. C'est son associé qui décroche. Je vous appelle pour une raison particulière et très importante, parce que le nom de Philippe Sella apparaît dans les Panama Papers. Ah oui? Oui. Et donc, je voulais savoir si vous étiez... C'est pas possible? Non, non. C'est pas possible. Franchement, je connais Philippe, pas comme un frère. Je veux dire, on serait jumeaux. Voilà. Parce que, est-ce que vous avez déjà, vous, entendu parler des sociétés offshore Tesco Finance Inc. et de Samco Investments Inc. C'est 2 sociétés qui ont été créées par l'intermédiaire du gestionnaire de fortune de Philippe Sella qui s'appelle Charles Delabaume. Vous avez entendu parler de ces sociétés ou pas? Ouais.
non, mais... Vous n'avez pas entendu parler de ces sociétés? C'est bizarre parce que j'ai un document là sous les yeux. Et en fait, il y a 2 personnes qui sont autorisées à la signature. Il y a Philippe Sella et il y a vous. Donc c'est embêtant que vous ayez... Parce que c'est votre signe. C'est très embêtant, moi. Ouais, c'est très embêtant, ouais. Ouais, je suis d'accord. Notre question, c'est, en gros, pourquoi avoir caché ces sociétés, ces comptes UBS en Suisse derrière des sociétés au Panama, puisqu'il s'agit bien des Panama Papers, donc pour le coup, c'est vraiment ça. Et on se demande, du coup, si Philippe Sella et vous n'êtes pas un peu hors-jeu, quoi, comme on dit en rugby. Peut-être pas hors-jeu, mais peut-être abusé quand même. Abusé, vous pensez? Ah oui, je pense. Ben, c'est quand même bizarre, franchement, parce que Monsieur Delabaume, vous le connaissez? Je l'ai connu il y a 25 ans parce que c'était un monsieur qui était associé dans une boîte d'événementiel qu'on a commencé, nous, en 93. Vous me dites que vous avez connu Charles Delabaume il y a 25 ans, mais vous avez écrit un mail à Charles Delabaume en 2007. Ça, par exemple, nous, on en est sûr. Donc 2007, c'est récent, vous voyez, c'est il y a moins de 10 ans. Ouais. Je vais me reprocher de Philippe. Si vous voulez, ce qui est troublant, c'est que y a vraiment vos 2 noms. Il y a le nom de Philippe Sella et votre nom sur les documents UBS qu'on a ici. Et on est associés en plus. Eh bien oui. Donc ça peut être 2 noms comme ça, mais nous on est associés. Ce que Philippe a, je veux dire, on a vraiment... Oui, je sais ça, mais... Ouais. Ben, je vais revenir vers vous. Ok. Je vais revenir vers vous. Ok. Merci, Monsieur Bonetti. Merci. Je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Selon nos informations, sur le compte suisse de Philippe Sella, il y aurait eu jusqu'à 90 000 €. L'ancien rugbyman et son associé ne nous ont pas recontactés. Le travail d'intermédiaire rapporte gros à Charles Delabaume. Il a pu s'offrir cette jolie maison aux Bahamas à plus d'1,5 million de dollars. Ah, on aurait bien aimé se payer un petit voyage pour vous la montrer de plus près, cette maison. On s'y voyait déjà sur une plage des Caraïbes. Plongé dans une eau à 30 degrés. Mais après 2 ans d'enquête, on n'avait plus de budget. Alors, on a rassemblé nos dernières économies et on a pris un billet de train pour la Suisse. Pas exactement le même climat. Régulièrement, l'intermédiaire financier Charles Delabaume revient sur les bords du lac Léman pour des rendez-vous professionnels. Ce soir-là, il a organisé un dîner avec ses anciens associés restés au pays. Comme il n'a jamais répondu à nos demandes, nous sommes venus en amis. Ça tombe bien, c'est le thème de la soirée. Voici l'homme qui préfère rester dans l'ombre. Bonjour, Monsieur Delabaume. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je travaille à le consortium des journalistes d'investigation. Oui. Je suis journaliste pour France 2. Je me permets de vous voir pour vous parler de votre activité de gestionnaire de fortune. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? C'est un sujet important. Je voudrais savoir, est-ce que tous les comptes bancaires dont vous avez assuré la gestion pour des clients français ont été déclarés auprès des autorités françaises? Monsieur Delabaume, pourquoi vous avez créé des sociétés offshore pour les détenir? Est-ce que je peux... Ce sont des questions importantes, il y a un débat public en ce moment à ce sujet. Apparemment, le débat public n'est pas arrivé jusqu'en Suisse. Alors, en désespoir de cause, pendant que l'intermédiaire et ses associés dégustent la terrine de foie gras maison et une fricassée de champignons, nous lui écrivons une lettre avec nos questions. Et nous tentons à nouveau notre chance après le dessert. Monsieur Delabaume, juste une question, c'est un sujet important, on parle d'évasion fiscale présumée, vous avez des obligations de vigilance, vous devez déclarer tout soupçon. Pourquoi avoir créé autant de sociétés offshore pour vos clients résidents fiscaux français?
excusez-moi, madame, mais... On appelle la police, monsieur. Non, c'est juste des questions, on est journalistes. Vous dégagez. Regardez, on a écrit une lettre, on voudrait juste une réponse. Vous dégagez. Non, mais juste si vous prenez le temps d'y répondre, vous pouvez le donner à monsieur. Vous êtes malhonnête. Non, on voulait poser des questions qui sont importantes sur des sujets d'évasion fiscale présumée. On a fait des courriers, on a fait des demandes. Est-ce que vous pouvez juste transmettre ce courrier? Il faut répondre par écrit, prendre le temps. Pas très chaleureux comme accueil. Pour une soirée au café des amis. Jusqu'ici, les intermédiaires financiers suisses présents dans les Panama Papers ne sont pas inquiétés. Titus Plattner est l'un des journalistes suisses du consortium qui a travaillé sur les documents secrets. Il connaît bien le fonctionnement de ces intermédiaires. On a, je dirais, en tout cas 500 en Suisse qui offrent ce genre de service. Et elles se sont substituées progressivement aux banques qui, il y a quelques années encore, montaient elles-mêmes ce type de structure dans les places offshore. Comment expliquer qu'on trouve ce genre d'intermédiaire financier ici, que ça n'existe pas en France, par exemple? Parce qu'en France, les avocats n'osent pas le faire parce qu'ils auraient trop peur de s'exposer à des poursuites judiciaires, alors qu'en Suisse, ceux qui le font risquent au fond assez peu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impunité, ces intermédiaires financiers? Il n'y a pas de vrai contrôle, il y a un contrôle pour la galerie, puisque les petits intermédiaires financiers ne sont pas contrôlés par une autorité étatique, mais ils se contrôlent eux-mêmes. C'est un collègue qui vient, en principe une fois par an, mais dans les faits, puisqu'ils n'ont pas le temps, ils viennent tous les 3 ans, contrôler les sociétés offshore et l'activité d'intermédiaire financier qui a été montée par cette personne. Donc tout se passe bien en général autour d'un bon repas. Avant même le scandale, nous avions voulu tester nous-mêmes l'impunité de ces intermédiaires suisses. Et nous avions découvert que certains avaient déjà un coup d'avance. D'abord, il a fallu nous refaire un look. Attention, transformation. Notez le bon goût. Nous allons nous faire passer pour un Français désireux de mettre un peu d'argent à l'ombre des cocotiers, loin des yeux du fisc. Nous nous rendons chez l'un des nombreux intermédiaires financiers basés à Genève. Bonsoir. Ça va et vous? Nous lui demandons s'il peut nous aider à cacher de l'argent non déclaré dans une banque au Panama. Mais il est réticent. Aujourd'hui, je pense qu'ils prennent encore beaucoup de fonds, mais une fois qu'ils ont capturé tous ces clients, je ne les empêche de retourner la messe et vous avez des clients qui seront bloqués là-bas. Pour lui, l'opération est devenue trop risquée. Mon conseil, c'est aujourd'hui, soyons très prudents, surtout avec malheureusement le gouvernement qui chasse aux sorcières et voilà, moi j'aimerais pas que vous retrouviez dans contrôle, je sais pas quoi. Alors, il nous propose une alternative plus sûre, selon lui. Si vous avez une solution avec un prêt pour le président en endroit quand il siège à Genève, en général, ça va être totalement privé. Moi, je vais chercher des sous à la banque et je vous les vois. Un prête-nom, une personne de confiance qui ne soit pas résident fiscal dans un pays européen pour signer les documents à notre place. Imparable. Alors, la difficulté là, de trouver la bonne personne. Alors, soit c'est quelqu'un de très proche de la famille ou voilà. Faut quelqu'un en qui vous avez 100% confiance.
Avec ça, même plus besoin de mettre son argent au soleil. Le compte peut rester en Suisse, l'intermédiaire s'occupe de tout. Je signe un document comme quoi, voilà, il agit pour votre compte. Quitte à conserver chez moi dans le coffre, même, c'est des documents très sensibles. Et si on conserve chez vous dans un coffre, il n'y a pas de risque de... Je sais pas. Ça cacherait suffisamment bien pour qu'on le trouve pas. Ouais, d'accord. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai comme document à fournir Officiellement rien, du coup. Ok, très bien. Ça devient un peu sportif, hein, ces solutions. Bah ouais, c'est ça. Le match est serré. À bientôt. Au revoir, je vous tiens au courant. Scandale après scandale, la réglementation se durcit. Mais les fraudeurs peuvent compter sur l'inventivité des intermédiaires financiers. On ne pouvait pas terminer cette enquête sans revenir là où tout a commencé. À Panama City. Tout en haut de la chaîne. Là où les gestionnaires de fortune enregistrent les sociétés écrans. Quelques jours avant de révéler nos informations au public, nous avions tenté d'avoir des réponses de Mossack Fonseca, le cabinet d'avocats d'où provient la fuite de documents. Et nous n'étions pas les seuls. Journalistes américains, allemands, australiens, danois, finlandais, tous comme nous dans le secret de l'enquête, unis pour aller demander une interview à la firme panaméenne. Vous ne pouvez pas rentrer. On voudrait voir les responsables de Mossack Fonseca. Non, c'est pas possible. Vous pouvez nous donner une raison? Si vous avez rendez-vous, c'est possible. Sinon, non. Mais vous pouvez leur dire qu'il y a un groupe de journalistes qui vient du monde entier, s'il vous plaît? D'accord, mais vous restez ici, vous n'entrez pas. L'effet est immédiat. L'immeuble de Mossack Fonseca se transforme en forteresse. Opération porte fermée et vigile stressé. Arrêtez vos caméras! Le cabinet appelle même en renfort la police locale. Consorcio Internacional de Periodistas Internacional. Alors, les uns après les autres, nous avons fait chauffer nos téléphones pour tenter de joindre la direction. Puis-je parler à Monsieur Carlos Sousa? Peut-être pouvez-vous le déranger pendant sa réunion. Dites-lui qu'il y a un groupe de 20, 25 journalistes du monde entier devant votre bâtiment et que nous attendons que quelqu'un réponde à nos questions. Je pense que Mossack Fonseca sait de quoi il s'agit, car nous avons envoyé plusieurs lettres. Dites-lui que nous attendons. On peut attendre une demi-heure, 1 heure, voire plus. Nous avons le temps. Nous sommes ici devant le siège de Mossack Fonseca. Et quelques minutes plus tard... Bonsoir, comment ça va? Je suis Carlos Sousa, tout le monde va bien? J'ai un communiqué que je vais vous distribuer en main propre. Tout le monde pourra le lire. Oui, mais on fait de la télévision. Est-ce que vous ne pourriez pas... Ah, la télévision, on ne va pas vous donner d'interview. Ce n'est pas la politique de la maison. Ce communiqué, c'est un bon résumé de notre position. Allez, servez-vous. Vous pouvez nous répondre sur les accusations de complicité d'évasion fiscale? Absolument pas. Tout est dans le communiqué. Tout est très clair. Nous n'avons jamais touché d'argent. Nous avons beaucoup de questions. Merci beaucoup pour votre temps. Un petit tour, et puis Carlos nous a dit adios. Il a fallu se contenter d'un communiqué dans lequel on peut lire « Nous n'avons aucun lien avec les sociétés que nous enregistrons. À l'exception des honoraires que nous touchons, nous ne prenons pas possession de l'argent de nos clients et nous n'avons aucun lien avec les aspects financiers de leur business. » Depuis, beaucoup de choses ont changé.
Le lendemain des révélations, le siège du cabinet d'avocats au Panama a été perquisitionné. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête. La succursale de Mossack Fonseca en Équateur a également reçu la visite de la police. Ailleurs dans le monde, la firme panaméenne a fermé 9 de ses bureaux, notamment au Pérou, aux Pays-Bas, en Suisse. Son activité semble aujourd'hui réduite au minimum. Le 9 février 2017, un nouveau coup est porté au cabinet. Mis en cause dans plusieurs scandales, la justice panaméenne le soupçonne de blanchiment. Jürgen Mossack et Ramon Fonseca, les deux fondateurs, sont placés en détention provisoire. Face à la pression internationale, notamment de la France, le Panama tente de défendre sa réputation. Panamá quiere dejar muy claro que esta situación a la que se ha mal llamado los papeles de Panamá no es un problema de nuestro país, sino de muchos países del mundo cuyas estructuras legales y financieras son todavía vulnerables a ser utilizadas para fines que no representan el bien común de los ciudadanos. Le pays a enfin décidé de rentrer dans le rang et annonce la fin du secret bancaire. Un autre paradis fiscal n'a pas survécu aux Panama Papers, le Delaware. Barack Obama a mis fin à l'anonymat des sociétés offshore dans ce petit État américain. Depuis le scandale, un mystère demeure. Qui est à l'origine de la fuite? Celui qui se fait appeler John Doe, la source. L'homme qui a transmis les documents secrets aux journalistes de la Süddeutsche Zeitung, Bastien Obermeier. Le reporter lui-même ne connaît pas son identité. Mais après les révélations, il a reçu des nouvelles de sa source. Un long texte. John Doe a écrit un manifeste pour expliquer son geste. Il déclare n'avoir jamais travaillé pour un gouvernement ou un service de renseignement. John Doe affirme que l'inégalité des revenus est l'un des problèmes déterminants de notre époque et que l'heure est venue d'une action véritable pour combattre un système de corruption massive et généralisée. Sera-t-il le dernier à oser briser le secret des paradis fiscaux? Ou suscitera-t-il de nouvelles vocations de lanceurs d'alerte? Les Panama Papers proviennent d'un seul cabinet d'avocats et il y en a de nombreux dans le business du offshore. La question que tout le monde se pose désormais dans les paradis fiscaux est: à qui le tour? C'est la fin de ce premier numéro de Cash Impact. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 3 semaines à 20h50 pour une enquête inédite de Cash Investigation consacrée à la pédophilie dans l'Église. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.